l'Union des métiers de l'événement Valérie Ducot aussi, qui représente le territoire de Lyon. Donc tout ça pour montrer qu'un événement en fait ne se fait pas seul. Et je pense qu'on a plus que jamais besoin tous de se réunir, d'échanger, de partager. Donc encore une fois, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez lors de cette petite présentation. Donc Anthony, donc toi tu es directeur marketing et innovation d'Unimev et rédacteur en chef de l'Innovatoire. Alors écoute, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est l'Innovatoire? Dis-moi. Oui, bonjour à toutes et tous, monsieur. Enfin, bonjour monsieur et bonjour mesdames. Donc moi en effet je suis directeur marketing et innovation d'Unimev. Unimev, c'est donc l'Union française des métiers de l'événement. On représente un écosystème d'environ 400 entreprises qui sont membres de notre association qui existe depuis 1925. Bon, on a un petit peu évolué évidemment au fur et à mesure des décennies. On représente 3 typologies d'acteurs, je vais le dire très rapidement. Les lieux événementiels, centres de congrès, parcs expositions, des lieux tournés autour de l'entertainment, du loisir, de la culture. On représente aussi les organisateurs d'événements, en tout cas ceux qui essayent d'organiser des événements aujourd'hui. Donc foires, salons, congrès, événements d'entreprise aussi, et puis événements sportifs, avec certaines fédérations sportives qui sont membres. Et puis les prestataires de services, les services digitaux, services techniques, services humains, qui vont architecturer un événement. Voilà, donc ça c'est l'écosystème qui agrège Unimev, et Unimev essaie d'être une association qui investit sur la prospective. C'est à ce titre-là que j'ai été recruté, et deux, que je suis là aujourd'hui, avec la petite casquette innovatoire. L'innovatoire, ça a 2 ans. Pour le dire très rapidement, c'est un laboratoire d'idées prospectif qui doit aider la filière à transiter, on va dire. Voilà. Il y a un vrai enjeu de transition dans tous les secteurs de la vie économique et dans le nôtre. Et une fois qu'on a dit qu'il faut innover, se transformer, réfléchir aux nouveaux modèles économiques, aux nouveaux parcours clients, on n'a pas dit grand-chose. Parce que derrière, c'est comment on va vous alimenter, vous, des écosystèmes de clients, d'agences, de médias, de prestataires, pour comprendre ces grands enjeux, capter les signaux faibles, comme on dit en marketing, et derrière les réinjecter dans votre nouvelle promesse de valeur. Et donc ça passe par l'Innovatoire, qui est un site internet, avec, vous verrez, des contributions, non pas sur l'actualité, mais sur des prises de hauteur, sur des sujets qui nous paraissent intéressants à traiter. L'Unimev, alors au-delà du sujet dont tu vas parler, quelle est l'actualité du moment qui change au quotidien? Moi, je suis membre de l'Unimev depuis 2 ans. Je suis aussi membre de MPI. J'avoue que je suis assez abasourdi par tout le travail que vous faites, parce que la période là était une période compliquée. Vous êtes très très présent sur sur les médias, sur les gouvernants, les politiques, pour essayer de passer la bonne parole. Quelle est l'actualité en ce moment avec les nouvelles restrictions qui sont arrivées? Bon, bah, l'actualité, vous la connaissez, vous la voyez comme moi, vous la subissez comme moi et comme nous. Donc ça fait maintenant depuis mars qu'on est dans la machine à laver, avec des hauts et des bas. Là, on est dans une période qui invite plutôt à aller vers le bas, malheureusement. En effet, c'est le quotidien d'Unimev. C'était déjà le quotidien d'Unimev avant cette crise, d'être en interaction quotidienne avec les autorités, les préfets, nos 2 ministères de tutelle que sont Affaires étrangères et Économie, pour porter la voix de la filière, porter les enjeux aussi de la filière. Et puis, notre conviction profonde, ce sur quoi on investit depuis des années à travers des études, à savoir prouver que les événements sont des leviers de déclenchement économique, sont des leviers de création de richesse intellectuelle, sont des leviers d'animation territoriale. Et donc tous ces sujets-là, on les a évidemment dès le début de la crise, et on continue de créer des argumentaires autour de ces sujets-là, de faire remonter des chiffres de votre part aussi, pour pouvoir prouver au gouvernement à quel point c'est une gabegie ce qui est en train d'arriver, puis un cataclysme. Et donc voilà, les sujets, on continue de les porter sur la place publique, sur la place privée, par les organes médiatiques ou en direct avec les préfets, avec les cellules de crise qui ont été mises en place aussi par le gouvernement. Là, en fin de semaine dernière, on a eu les autorités qui ont eu l'air de comprendre qu'un événement, ça ne s'ouvrait pas et ça ne se fermait pas aussi facilement qu'un hôtel ou qu'un restaurant. Voilà, et il faut que le chemin se fasse. Ça met du temps, et donc ils nous ont proposé de se revoir cette semaine ou en début de semaine prochaine, je crois, pour traiter le cas spécifique de la filière qu'on connaît tous. Donc voilà, on continue par tous les canaux, même si
on voit bien que, d'une certaine manière, la situation échappe y compris à nos interlocuteurs, ce qui est un peu plus problématique quand même, parce que derrière, on s'abrite derrière la simple phrase de dire tout dépendra de l'évolution du virus. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus d'horizon. Donc voilà, nous, on continue d'essayer de marcher sur nos deux jambes, à savoir Unimev comme outil de sauvegarde des emplois de cette filière, parce que ce sont des emplois, ce sont des savoir-faire. Et je pense que si on veut faire des beaux grands événements en France, petits et grands, et puis, j'allais dire, la consécration avec les Jeux Olympiques 2024, il faut qu'il reste des emplois, il faut qu'il reste des gens qui sont en capacité de porter ce savoir-faire événementiel français qui est reconnu à l'international. Et ce serait dommage, comment dire, les pays, les entreprises ont des assets. L'un de ces assets en France, c'est ce vrai savoir-faire quasiment protocolaire dans l'organisation d'événements. Et si on le perd, ça sera sans doute au profit d'autres pays qui tireront leur épingle du jeu. Donc voilà nos enjeux que vous pouvez suivre bien sûr en permanence. Avec des conséquences de proximité, puisque tu m'as annoncé tout à l'heure que la foire de Saint-Étienne venait d'être annulée, comme beaucoup d'autres foires actuellement. Alors dans ce cadre, en fait, donc, nouveau concept, nouveau contexte. Donc vous avez souhaité travailler sur la sémantique, vous avez souhaité travailler sur le vocabulaire, sur la nouvelle manière de communiquer, d'appréhender nos métiers en fait. Oui, alors pour ne rien vous cacher, je me suis énormément interrogé sur l'angle que j'allais pouvoir prendre avec vous aujourd'hui. Parce que voilà, on est dans une période difficile, mais il faut quand même s'autoriser à penser différemment, penser la suite, penser à l'évolution des métiers, à l'évolution des modèles. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle avec notre casquette prospective aussi, parce que nos adhérents et au-delà de la filière, je pense, attendent ça. Et puis après, je me suis dit quel va être l'angle, parce que j'aurais pu me réfugier derrière le sujet du digital, du virtuel, la rencontre, rien ne remplacera la rencontre, ok. Mais sincèrement, j'ai voulu développer devant vous aujourd'hui un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques mois maintenant, et puis en plus qui s'incarne dans notre quotidien, à savoir la bataille autour des mots, autour du vocabulaire, autour de la sémantique et autour de la définition. Et finalement, tu n'aurais pas pu mieux illustrer le sujet de mon propos quand tu as dit Unimev, fédération, foire, salon, congrès. Enfin, pour moi, vous êtes un peu tout ce truc et puis rien en même temps. Nous-mêmes, Unimev, on a ce débat interne de qui on est, comment on se définit. Et voilà, moi, je suis persuadé qu'il y a un travail, et il y a un écrivain allemand qui disait qu'on pense comme on parle, et il y a des neurochirurgiens qui montrent que selon la langue dans laquelle enfin, notre langue native, ça ne développe pas les mêmes mécanismes psychiques chez les individus en termes d'imagination, en termes de structuration d'idées, etc. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On voit bien qu'il y a une bataille autour de la langue. Et finalement, j'ai essayé de faire une sorte de pot pourri de tous les mots qu'on va utiliser les uns et les autres depuis quelques années, depuis plus récemment, etc. Donc, un événement, un salon, un symposium, un centre de congrès, le B2B, le B2C, enfin, toute la sémantique que vous connaissez. Et ce qui m'a amusé, c'était d'essayer de démanteler, alors avec toute humilité, hein, mais de réfléchir à ce qu'il y avait derrière ces mots-là. Et parce que derrière ces mots, quand un mot va s'imposer, c'est une norme qui s'impose, c'est un concept, c'est une définition qui va dérouler votre stratégie. Si vous vous considérez comme un centre de congrès, ça ne veut pas dire la même chose que si vous vous considérez comme un centre des événements, par exemple. C'est tout bête, mais derrière, ce n'est pas la même stratégie que vous déroulez. Et donc, j'ai essayé de partir de ça et de réfléchir à des mots qui pourraient peut-être demain devenir les mots totems, en tout cas des mots sur lesquels j'aimerais réfléchir. Et qu'on réfléchisse ensemble. Je remarque qu'il n'y a que des mots français, hein, Anthony. Donc c'est volontaire ? B2B, B2C. Oui, mais bon, ça reste des B2B, c'est devenu un mot français, le B2B. On ne parlera pas de l'incrustation de la langue anglaise dans la langue française, c'est pas mon propos d'aujourd'hui. Mais voilà, donc j'ai essayé de dérouler 5 concepts de manière expérimentale aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est l'interaction qu'on aura autour de ces mots-là ensuite. Le premier mot sur lequel je voulais m'attarder, c'était le mot de développement durable. Alors ça ne veut pas dire que le mot de gauche n'est pas bien et le mot de droite est bien, bien évidemment. Le mot de développement durable, en tout cas ce concept-là, bon, évidemment, on le connaît tous. Voilà, c'est un mot qui a été en débat à la fin des années 70 et puis qui s'est imposé dans le vocabulaire dans les années 80, en 87 je crois, basé sur plusieurs piliers. Je ne vais pas faire l'histoire de la sémantique de ce mot-là. C'est un mot qu'on voit très utilisé de plus en plus aujourd'hui, tout le temps, avec des réalités parfois différentes derrière ce mot-là. Voilà, que l'on parle à un client, à un prestataire, à un lieu, etc. On voit bien que c'est devenu une sorte de mot totem qu'on assène et finalement qu'on ne définit plus trop, mais qu'on va cantonner
à quelque chose qui, moi, me paraît assez réducteur, à savoir, j'allais dire, la gestion même de la production de l'événement. Voilà. Donc, on a enlevé le plastique, on n'a pas de moquette, on a travaillé sur la mobilité, etc. Donc, on s'intéresse au développement durable sur l'existence même de l'événement. Et ce qui m'intéressait, c'était d'élargir la focale et de m'intéresser à un autre mot, qui est le mot d'éthique, qui me paraît presque englober le mot du développement durable, et surtout qui me paraît plus intéressant en termes de profondeur de conviction, de profondeur de vision de ce que doit être la société. J'en ai pris, il y a plusieurs exemples d'événements qui me paraissent intégrer dans leur promesse de valeur intrinsèque, dans leur ADN, cette logique d'éthique, ce rapport au monde, ce rapport à la marche du monde dans laquelle on veut s'intégrer. J'en ai pris 3, à chaque fois j'ai essayé de prendre des exemples pour illustrer mes propos, pas paraître hors sol. Solidaise, vous connaissez bien sûr Solidaise, Solidarité Sida, donc qui s'est de facto, de base, fondée sur la lutte contre ce fléau. Et donc voilà, qui a architecturé derrière son offre événementielle finalement, avec des concerts, avec des villages d'information, etc. Tout l'événement se structure autour de ce purpose, comme on dirait, voilà, dans ta langue qui était chère, Gérard. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en période de crise, lorsque Solidaise a été annulée, il y a eu un mouvement de la communauté de Solidaise qui a souhaité que la billetterie soit réouverte pour acheter les billets, sachant que Solidaise ne se tiendrait pas. Qu'est-ce que ça signifiait selon moi? Ça signifiait qu'il y avait un attachement viscéral, évidemment, à l'événement, au festival, ce rapport affectif, mais au-delà, que cet événement-là n'était pas qu'un événement, il avait une éthique, il avait une conviction, et c'était finalement ce pourquoi on allait acheter le billet, pour continuer de soutenir la lutte à travers l'achat du billet Solidaise. Ouais, je trouvais ça très intéressant. Il y a l'exemple de Who's Next sur le marché, donc là c'est plutôt un salon B2B, sur le marché de la mode. La mode, le textile est l'une des industries les plus polluantes au monde. Et là, de la même manière, ils ont souhaité finalement sortir de leur lit naturelle et essayer d'intégrer avec une grande consultation citoyenne à travers plusieurs entités, 7 ou 8 de mémoire, qui se sont rassemblées, qui ont lancé cette grande consultation. Ils espèrent 100 000 contributions, grande consultation à laquelle vous pouvez participer. Il y a une plateforme qui a été mise en ligne sur le site de make.org. Et derrière, l'idée, c'est de générer tout un tas d'idées permettant de réfléchir sur la mode responsable, le réemploi, tous ces sujets-là. Je trouve que c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Et puis l'Amérique XXL, je vous propose que vous alliez voir vous-même pour ne pas consommer tout mon temps de parole sur cette diapositive. Donc voilà, ça c'est une des premières réflexions sur finalement la raison d'être liée à l'éthique qui me paraît dépasser développement durable, mais même le RSE ou le good. Alors il y a le mot du good qui s'impose en ce moment dans le jargon. Je trouve que cette notion-là est intéressante. J'ai une question sur la partie éthique. Est-ce que ça veut dire que chaque événement devra avoir une dimension éthique pour correspondre à ce que veulent les participants? Je trouve que chaque événement doit s'interroger sur l'héritage positif qu'il peut laisser à un territoire, à une filière, à une entreprise ou aux participants qui sont venus dans le cadre de cet événement. Et je lisais un rapport In Brand We Trust 2019 qui disait, je crois, que 70% des Français aujourd'hui configurent leur acte d'achat par rapport au rapport et au comportement sociétal de la marque. Et il y a quelques années, c'était 50%, là on est à 70%. Et un jour, je suis persuadé que vous n'achèterez plus, ou consommerez plus que des choses que vous estimez en apport avec votre éthique de vie personnelle, vos convictions personnelles. Et je pense qu'il n'y a pas de... ce sujet-là n'est pas simplement dévolu aux très grands événements, mais tout événement quel qu'il soit, tout lieu quel qu'il soit, peut à mon avis s'intégrer dans cette éthique-là. On voit que les générations, génération Y, Z, et les Y et Z, l'éthique est intégrée directement, c'est-à-dire ils grandissent avec, et ils ne comprendraient pas qu'un événement ne comporte pas une dimension éthique ou sociétale forte. Oui, n'oublions pas les autres générations. Je suis persuadé que ce n'est pas simplement un sujet d'âge, c'est un sujet simplement aussi d'ouverture aux enjeux du moment, et on peut être très vieux mais très jeune dans sa tête, et l'inverse. Donc, et aujourd'hui, on est tous très jeunes dans nos têtes. Donc, voilà. Ça, c'est mon côté politique. Il ne faut quand même pas que je me poigne avec tout le monde. Donc, voilà, le deuxième concept que je voulais aborder avec vous, c'était l'animation des communautés. Alors là, on aurait pu s'arrêter sur 2 mots, animation et communauté. Je vais plutôt m'arrêter sur le terme d'animation. Ce que je trouve intéressant, c'est
qu'est-ce qu'implique cette notion de je vais animer ma communauté? De mon point de vue, on rentre dans une logique. Déjà, c'est bien de s'interroger sur comment on anime sa communauté. En revanche, on rentre dans une logique de verticalité. C'est-à-dire que j'ai ma communauté. Moi-même, je suis en haut de cette communauté, j'ai la charge de l'animer, de produire du contenu, de diffuser ce contenu, de la faire interagir avec ce contenu et d'être finalement dans un rapport entre ma communauté ou chaque membre de ma communauté et moi-même. Ce que je trouvais intéressant dans cette idée de challenger ce concept-là, c'était sur le fait de, plutôt que de l'animer, essayer de l'agiter et de la mélanger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de la percuter, essayer de comprendre que les événements sont peut-être pas dans un rapport vertical à leur communauté, mais peut-être qu'ils doivent être dans un rapport horizontal, se considérer parmi la communauté et la faire vivre différemment de l'intérieur, en n'étant pas dans cette logique de je crée mes choses, je le diffuse et je leur demande d'interagir. Je pense que le concept d'agitation il est intéressant et de mélange. J'en prends 3 exemples. Alors malheureusement, Impact ne s'est pas tenu. Impact, c'est un événement, c'est une capsule B2C, là aussi sur la mode responsable. Et pour la première fois, Impact aurait dû faire partie de la Foire de Paris comme un contenu complètement différent de la Foire de Paris, dans une logique de se rapprocher du monde B2C, donc de la grande consommation que peut incarner aussi la Foire de Paris, et donc qu'il y ait un mélange des 2 publics pour la première fois. Et je pense que ce sujet de l'ouverture des communautés et de leur mélange est un sujet qui s'incarnait très bien dans ce dispositif-là. 20, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, 20 c'est un média fait par et pour les 16-25. J'aime beaucoup le par et pour. Autrement dit, ils se sont dit, on va créer un média avec du contenu, mais si on veut s'adresser à cette communauté des 16-25, quelle légitimité on a pour que nous, quarantenaires, cinquantenaires, qui ne sommes pas forcément parmi ces jeunes-là, on dirige la ligne éditoriale, etc. Donc ils ont décidé de créer un média avec un comité éditorial composé de ces jeunes-là, et ils ont décidé de leur laisser influer sur la ligne éditoriale, de créer eux-mêmes le contenu, de créer eux-mêmes les canaux de communication sur ce contenu. Ça s'incarne dans un média digital, mais aussi à travers des conférences. Ils organisent des conférences. Et là, c'est pareil, sur ces jeunes-là, qui peuvent être des lecteurs qui décident, de postuler pour intégrer le comité éditorial. Et donc, dans cette logique-là, je trouve qu'on a vraiment laissé la place et le territoire d'expression ouvert à cette communauté. On ne l'a pas animée, on lui a donné les moyens d'interagir avec elle-même, si je puis dire ça comme ça. Et puis cosplay, donc là c'est lié aux événements pop culture, notamment qui vont s'incarner à travers Comic-Con, qui est une conférence autour de cette pop culture. Et là c'est pareil, Cosplay Central, c'est comme une sorte de réseau social qui serait dédié à cette communauté-là et qui est complètement laissé libre à cette communauté qui va elle-même créer le contenu, interagir, se coopter, etc. Et dans ce cadre-là, l'organisateur n'est plus qu'un facilitateur logistique d'une certaine manière des bonnes énergies, ne se considère plus comme devant adresser le contenu, mais devant permettre et libérer l'expression au sein de cette communauté. Voilà, je trouve intéressant le fait en tout cas d'interroger le mot animation. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Un troisième mot. On garde un peu les questions pour après. Troisième mot totem que j'avais envie aussi de challenger, c'est le mot de contenu. Alors c'est un mot qui s'est énormément imposé et à juste titre, et c'est très bien dans les conversations, dans les stratégies marketing, dans les stratégies de communication. Ça a amené une réflexion en parallèle de mon contenu commercial, donc cette communication commerciale que j'ai avec ma communauté, comment je peux être dans un rapport intellectuel avec elle à travers ce contenu que je vais créer. Je trouve que c'est une bonne initiative. En revanche, pour faire quoi? Quel intérêt finalement à la création de contenu? Je pense qu'il y a une logique de se réinterroger sur pourquoi je crée mon contenu et à quel dessein, notamment pour les personnes qui vont absorber ce contenu. Et je trouve que l'une des portes de sortie et l'une des stratégies long terme que peuvent avoir les événements, c'est de se positionner en tant que référent de formation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais aller directement au point, demain, sur un CV de quelqu'un qui a visité MySpace Lyon, il valorisera sa participation à MySpace Lyon
en disant voilà, moi-même j'ai participé à cet événement et donc d'une certaine manière cet événement certifie mes compétences. Si je faisais un pas de côté, je dirais que c'est le segment sur lequel se positionne un Google lorsque vous allez faire vos formations Google Institute avec des formations sur le marketing et derrière vous voyez apparaître sur de nombreux CV cette qualification-là, Google Institute, diplômé de tel diplôme Google. Vous avez Microsoft qui se positionne là aussi sur ce marché-là. Et donc typiquement, cet événement de Microsoft vous propose de vous former en ligne, vous former à travers l'événement, à travers des talks, à travers des moments de débat, etc. Et surtout derrière vous dit, notre événement est là pour que vous puissiez acquérir des compétences que vous allez pouvoir valoriser demain sur le marché du travail. Et ça, je trouve que c'est d'une puissance très importante en termes de positionnement pour un événement. Au niveau international, vous avez le C2, c'est tout, de Montréal, où je pense que certains d'entre vous connaissent puisqu'il est bien installé dans le paysage aujourd'hui. Mais vous avez des sessions spécifiquement dédiées à l'acquisition de compétences. Vous voyez, j'en ai pris une sur les cookies. Là, vous allez diviser en plusieurs équipes et il y a une équipe qui va être en charge de créer, j'allais dire, le produit et l'autre équipe qui va être en charge de marketer ce produit et derrière de finalement savoir le vendre, le commercialiser et le communiquer. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin encore, c'est-à-dire les événements seraient, parce que les contenus sont quand même très disponibles sur Internet, hein. Donc comment apprendre et comment utiliser tous les contenus qu'on peut avoir sur Internet? Est-ce que ça peut faire partie de ce concept que tu proposes là? Alors c'est presque, j'allais dire, la transition avec mon autre prospective. C'est un peu vite. Merci Gérard. Juste avant, si je peux me permettre, Oui. pour rester sur celui-ci, parce Oui. que ce que tu me dis, enfin je découvre en fait, ce que tu me dis, moi ça me parle énormément. Je te cache pas que ça fait longtemps que j'avais envie de mettre en place justement presque des moments de formation qui puissent être, on va dire, diplômants ou en tout cas qui soient des steps pour arriver à avoir une formation diplômante. Et je pense qu'effectivement, dans nos métiers, en ce moment où de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée de la présence des personnes qui soient venues sur l'événement pour qu'elles puissent avoir accès à ça. Et juste une chose, j'aurais mis un entre parenthèses avant formation, parce qu'il y a la formation professionnelle, mais aussi il y a l'information professionnelle. Et comme ça permettrait de distinguer justement les moments qui puissent être estampillés comme étant diplômants, d'autres moments qui puissent être des moments un peu plus informels et donc d'information. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais non, mais très, très bonne parenthèse. Et pour aussi répondre à ce que tu disais, Gérard, bon, il y a un exemple aussi français, Wheel of Green. Wheel of Green, bon, vous connaissez, festival illustre, qui développe sa première formation professionnelle et donc ouvre une école, d'une certaine manière, une école. Donc et donc je trouve que c'est très intéressant de voir ce basculement des frontières et de se dire derrière comment je vais avoir finalement un parcours d'acquisition de compétences permis par l'outil digital, le contenu qui est créé, etc. Et comment l'événement physique va peut-être matérialiser un passage, quelque chose de différent dans cette acquisition de compétences. En fait, l'événement ne doit pas répéter le contenu que tu peux trouver sur Internet déjà. Il doit apprendre, il doit dire, voilà, vous pouvez trouver du contenu à tel endroit. Je vous dis où ça se trouve. Et après, nous, on va discuter. C'est-à-dire, on va apprendre par les autres, on va aller sur la vraie valeur. Et là, l'événement, c'est le meilleur moyen de partager et d'apprendre à travers les autres aussi. Oui, les congrès sont sur ce segment-là de l'acquisition de compétences depuis bien longtemps. Et donc, voilà, je pense que ça ne peut pas être dévolu qu'au simple format de congrès. La quatrième prospective, c'est finalement, j'ai mis présentation, j'avais un peu de mal à définir le terme, présentation, diffusion, transmission, bref, une logique un petit peu top-down, ce que je suis en train de faire, à savoir l'utilisation, et ça fait un peu la jonction avec ce que tu viens de dire, de la forme physique. Je pense que la période réinterroge sur l'intérêt de la forme physique et finalement en quoi la rencontre physique va permettre de répondre à des enjeux que ne peut pas répondre le digital. Je pense que cette conférence, les personnes qui la reverront chez eux, derrière leur ordinateur, etc., je veux dire, ils ne vont pas perdre grand-chose par rapport aux personnes qui étaient dans la salle aujourd'hui. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que comment je peux motiver plus encore le fait de venir sur un événement. Et je pense que le mot d'exploration, j'aurais pu utiliser expérimentation, j'aurais pu utiliser innovation, me paraît une bonne piste d'avenir
pour les formats événementiels, les segments événementiels, notamment connectés à l'économie de l'expérimentation. On voit bien qu'il y a énormément de travaux en ce moment, de réflexion sur qu'est-ce que peut être l'économie de l'expérimentation et en quoi on peut vendre cette expérimentation-là à un client. Là, j'ai voulu prendre deux exemples. L'exemple des Nuits du Futur, c'était un événement qui s'était tenu d'ailleurs à Lyon, dans un espace de coworking il y a 2 ans. L'ensemble des professionnels du monde de la nuit se sont réunis pour essayer de rédiger leur manifeste. Donc vous aviez 80 professionnels d'associations européennes, de producteurs de contenus musicaux, etc. Et pendant 2 jours, plus moi, voilà, parce que j'avais réussi à me glisser dans le truc, on a travaillé au travers de tout un tas de méthodologies d'innovation, au travers d'un certain nombre d'ateliers designés, etc., pour aboutir à un document cadre qui aujourd'hui sert la stratégie de ces manifestations-là, de ces associations-là, lorsqu'elles doivent aller vers les autorités et montrer qu'elles ont un plan, qu'elles ont réfléchi, qu'elles ont une stratégie et qu'elles ont besoin de certaines évolutions de la réglementation, certains portages politiques, etc. L'autre facette d'utilisation d'un événement, de la capacité d'exploration et d'expérimentation d'un événement, j'ai pris l'exemple du Nautique Hackathon, le nautique sur l'industrie fluviale, etc., qui se tient notamment à Paris en décembre, en grand public. Et là, pour la première fois, ils se sont fait accompagner par un cabinet de design d'innovation au travers de ce format du hackathon, une nuit, une journée. Ils ont réuni des B2C, du grand public, des exposants, etc., pour essayer de travailler sur la base de loisirs en 2050. Et donc, une fois que le salon a fermé ses portes, la nuit, il y avait eu 300 mètres carrés, installés, pour permettre cette expérimentation pendant toute la nuit, etc. Donc, ils ont travaillé en mode hackathon. Et à la fin, plusieurs groupes projets. Et ces groupes projets ont pitché devant Elisabeth Borne, la ministre des Transports, en clôture du salon. Et derrière, cette ministre a remis finalement le prix du meilleur projet qui avait été proposé. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est d'utiliser l'événement non pas simplement comme un point final qui amène une transmission, mais plutôt comme un point de départ qui va amener la création, l'exploration de nouvelles opportunités. Et j'ai un dernier mot à vous soumettre en guise de réflexion. C'est le mot de programme et le mot de narration. Le mot de programme, donc on voit bien aujourd'hui ce qu'est un programme d'un événement. De mon point de vue, ce mot amène une logique statique, fermée, figée, dans le sens où finalement, il y a ce bloc-là que vous allez prendre, vous en tant que participant, mais est-ce qu'il y a vraiment une énergie de mobilité derrière ce mot-là? Et je trouve qu'il y a le mot de narration, qui fait un peu la jonction avec ce que tu disais un petit peu tout à l'heure aussi. Le mot de narration qui implique un rythme de vie, y compris avant la manifestation, pendant et après, qui implique des rôles, des personnages, une distribution là aussi de ce que chacun peut faire ou doit faire, qui implique un récit, qui implique un imaginaire. Et ça, je trouve que les événements, par définition, sont assis sur des imaginaires, quels qu'ils soient. Un lieu événementiel est assis sur un imaginaire aussi. Et je trouve que la narration est un concept qui est intéressant à travailler dans la puissance d'embarquement qu'il peut là aussi insuffler vis-à-vis de ses publics. Oui. Tu n'as pas voulu utiliser storytelling, tu voilà, es resté dans le mot français. J'ai pas voulu utiliser storytelling, j'ai voulu utiliser le mot narration en effet. Et voilà, j'ai voulu prendre 3 exemples. Le salon Cocoon à Bordeaux, avec une logique de parcours par espace, scénarisé, par zone. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez dans l'événement, vous devez prendre un parcours client qui va vous amener dans toutes les pièces, les différentes pièces possibles de la maison, de la décoration, de l'habitat, etc. Donc d'une certaine manière, on est embarqué dans cette histoire dans laquelle l'organisateur vous prend la main et vous conduit. J'ai pris l'autre exemple de la conférence Hello Tomorrow, qui est une conférence qui réunit, j'allais dire, les écosystèmes de Créatech qui réfléchissent sur les opportunités digitales. Et ils ont travaillé la narration de l'événement avec une méthodologie qu'on appelle le design fiction. Le design fiction, c'est quoi? Ça consiste à aller puiser dans les imaginaires de la science-fiction, les imaginaires qui ouvrent des portes, pour ensuite vous plonger dans la réalité. Je prends un exemple parce que c'est un peu confus ce que je dis. Dans le cadre de cette conférence, quelques semaines en amont, ils ont travaillé sur ce qu'ils appellent un démonstrateur, à savoir une fausse start-up. Voilà.
réfléchi sur ce que pourrait être le monde qui mêle la tech et la santé. Et jusqu'où on peut aller dans les réflexions tech-santé, notamment par le prisme de la déontologie, transhumanisme, etc. Et le jour J de la conférence, ils ont présenté ça devant 300 personnes. Personne n'était au courant que c'était une fausse start-up. C'était une fausse start-up. Une start-up qui présentait sa solution, qui était que demain, avec une application, vous alliez pouvoir vous flasher la peau et immédiatement voir si vous aviez des problèmes de pigmentation, etc. et possiblement un cancer qui est en développement. Personne ne savait que c'était un jeu de rôle, mais en revanche, c'était là pour percuter, c'était là pour faire réfléchir sur le rôle de la tech vis-à-vis de la santé. Et donc, ils ont embarqué tout ce public dans cette histoire-là, qui était du coup mouvante, et le public faisait partie finalement de cette histoire sans le savoir, et ses propres réactions allaient influer là aussi sur le contenu de la conférence. Et le dernier exemple, c'est ce qu'on appelle le transmédia. Le transmédia qui est quelque chose d'assez peu connu, je pense. La logique du transmédia, c'est de dire vous n'allez pas retrouver la même information sur mon événement que vous soyez sur le réseau social, par mail ou dans l'événement. Ça, c'est ce qu'on appellera le multimédia. Transmédia, c'est de dire j'ai un événement avec un univers qui va développer des sous-univers un petit peu partout. Sous-univers qui vont demander à la communauté d'interagir, d'être elle-même créatrice de contenu, de pourquoi pas elle-même développer des sous-univers. Le monde du cinéma, le monde des comics a très tôt inauguré ça, avec, vous avez la licence, et puis derrière, cette licence est développée à travers des bouquins, puis à travers des films, puis à travers des événements one-shot dans la ville. Et en fait, ce sont plusieurs clés d'entrée de sous-univers qui fonctionnent de manière autonome et qui derrière vont s'intégrer, j'allais dire, dans cette expérience globale portée par la marque, en l'occurrence. Et c'est très intéressant de voir comment ils mêlent justement dans cette stratégie de transmédia l'expérience digitale, la gamification de cette expérience-là et l'événement physique qui au bout d'un moment vient cristalliser j'allais dire différentes expériences digitales qui ont eu lieu de manière parallèle. Il y a même des expériences qui vont tellement loin que la communauté créant elle-même un sous-univers, le propriétaire de la marque est obligé d'interdire, j'allais dire, le déroulement de cette sous-expérience parce qu'il y a presque plus de public qui se dirige vers l'expérience offerte par la communauté que vers la marque officielle. Et donc ça devient dangereux pour la marque. En tout cas, ça montre qu'il y a derrière une logique d'embarquement dans une histoire globale. Et je pense que là aussi, les événements qui sont dans cette stratégie omnicanal, multicanal, de se dire comment ce qu'on va vivre sur l'événement va être le point de départ pour revivre d'autres choses sur nos canaux de communication qui vont eux-mêmes ramener des gens sur un événement. Tout ça avec une information différente à chaque fois. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais soumettre à votre jugement et qui m'ont interrogé depuis quelques mois et qui, je pense, véhiculent des imaginaires à explorer par la filière. Voilà. Tu nous poses la question, là et vous, les mots auxquels vous croyez? Oui, là, c'est le moment où je voulais générer un peu d'interaction quand je l'ai rédigé. Donc, je sais pas. Moi, j'ai quelques mots, je peux dire, Nicolas, vas-y, avant que je... non, vas-y, parce que ce sera peut-être sur la fin. D'accord. Moi, ce que je retiens un peu de tous ces nouveaux mots, c'est il y a le côté collectif qui est fort. Il y a le côté méthode, c'est-à-dire on utilise des outils. Et après, il y a ce qui est intéressant, c'est quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte. Donc voilà, moi, c'est les trois mots qui me viennent suite à ta présentation. Le collectif, les outils, les méthodes et la valeur ajoutée des événements. Vous avez Nicolas, oui. Et aussi l'engagement, parce que je pense qu'on va avoir besoin, et je pense que tout le monde maintenant voit l'événement comme étant quelque chose dans lequel on va dire que c'est pas qu'on soit passif, mais maintenant que les personnes soient actives dans l'événement et qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. L'idée, c'est est-ce que toi, Anthony, c'est entre guillemets une lettre morte, c'est une intention, ou est-ce que tu challenges un peu des gens comme nous, comme Gérard, les communicants ou autres, à changer un petit peu notre vocabulaire et abonder un petit peu dans ce sens-là, pour justement essayer de distiller au fur et à mesure un petit peu ces nouvelles manières d'aborder le marché? Qu'est-ce que c'est juste une réflexion, ou est-ce que derrière tu te dis tiens, c'est bien si je suis accompagné dans cette logique-là? Non, c'est pas une réflexion complètement anodine, bien sûr. Ça naît tout simplement des constats aussi que je tire des discussions avec nos adhérents, et notamment sur la manière dont ils se définissent. Et c'est vrai que
si vous vous définissez comme organisateur de salon, ça implique quelque chose, ça implique le déroulement, ce que je disais en introduction, d'une stratégie et d'un niveau de service. En revanche, si vous vous définissez comme un organisateur de mise en relation, c'est plus la même chose. Parce que ça veut dire que le salon déjà disparaît de votre vocabulaire, et surtout le salon peut être un outil parmi d'autres pour opérer ce pourquoi vous vous définissez, ce en quoi vous définissez, à savoir la mise en relation. Je prends l'exemple d'Alibaba. Alibaba France, directrice marketing, disait l'autre jour, nous finalement on est une marketplace et on met en relation des acteurs B2B, des entreprises. Alors après, moi je disais, mais écoute Laura, est-ce que demain tu organiseras des salons en France? Parce que moi j'ai une trouille bleue pour les acteurs, c'est que les GAFA arrivent sur le marché de la rencontre. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps. En plus, comme ils maîtrisent la data à merveille, ils n'auront aucun problème pour bien nous tous nous cibler et nous proposer la meilleure offre de service événementiel. Parenthèse refermée. Et donc, elle me disait, voilà, moi, Alibaba, je suis simplement une plateforme de mise en relation sur la base de la data. Donc on a notre plateforme Alibaba qui est le Amazon chinois, qui est là pour ça, mais derrière, si je dois passer par la forme événementielle et organiser quelque chose, organiser un véhicule de mise en relation, ça me va très bien. Mais c'est quoi un véhicule de mise en relation? C'est un salon, mais je m'en fous du mot salon, m'a-t-elle dit. Je n'en ai rien à faire du mot salon. Quand je loue une croisière pour 3 jours avec 500 site buyers, est-ce que c'est un salon, est-ce que c'est pas un salon, je m'en moque. Quand je loue le centre de congrès et que je vais organiser, il y aura des conférences là-bas, il y aura des choses ici, il y aura des choses là. Est-ce que c'est un salon ou pas? Je m'en moque. Donc, partant de là, je trouve que derrière les offres de services de chacun, il y a la réflexion sur la définition, sur les mots à utiliser, et donc derrière sur les modèles économiques qui vont venir se plugger à ces mots-là. Et j'ai aucune prétention de dire arrêtez d'utiliser tel mot, réfléchissez, etc. J'ai choisi aujourd'hui de prendre cet angle-là d'intervention simplement pour questionner. C'est aussi mon rôle d'essayer de questionner. C'est aussi mon rôle d'essayer de m'interroger moi-même sur les mots que j'utilise. Et on se rend compte parfois qu'on utilise des mots sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Dernièrement, j'ai participé à une conférence sur l'expérience. Ça veut dire quoi l'expérience? Je n'ai plus aucune idée, parce qu'aujourd'hui on achète une machine à laver sur Darty, on n'a vécu une expérience soi-disant, on va chercher son café, on a vécu une expérience Starbucks, très bien, mais réinterrogeons-nous sur les mots ont un sens, et quelle réalité portent ces mots-là. Voilà, c'était ça qui m'intéressait aujourd'hui, construire le vocabulaire de demain. Oui, en fait, il faut que la sémantique suive effectivement l'évolution qui va être amenée sur nos événements. Mais là-dessus, tu n'as pas voulu parler, ou tu ne parles pas du digital, parce qu'on on s'est approprié un terme. C'est M. Béguet qui nous avait, lors de la page blanche, qui nous avait indiqué que c'était le mot, donc le figital. Mais c'est une révolution, on va dire, c'est pas une révolution technique, mais ça va être une révolution dans nos engagements à nous, ça va être une révolution dans nos manières de faire. C'est pas impossible que là, on ait un virage sur lequel on ne pourra pas revenir en arrière. Il faudra qu'on intègre probablement ce figital. Donc, il y a des événements de nouvelle génération qui vont arriver, qui vont peut-être casser les langues aussi, parce qu'on va pouvoir faire des systèmes de traduction instantanés, qui vont peut-être casser les frontières, parce qu'on va pouvoir accueillir des gens qui sont loin, qui ont des décalages horaires, ils se lèveront peut-être un peu tôt, ils se coucheront peut-être tard le soir, mais en tout cas, on va pouvoir avoir ces gens-là présents sur nos événements. Alors, tu as tout un lexique qui va s'ouvrir à toi, ça va être important. Oui, même si, alors, très bon exemple. J'en ai eu un peu marre au bout d'un moment, je crois que ça devait être en juin, juillet, sur le mot du digital, j'allais dire complémentarité physique-digitale. Je trouve que, alors là, je trouve que c'est un débat d'une génération qui a connu, et je m'inclus dedans, qui a connu le monde sans digital. Et donc, au bout d'un moment, on lui ramène finalement dans son cortex d'analyse le digital en plus. Je trouve que ce débat est un peu dépassé. Quand on voit la génération plus jeune, le digital, c'est pas un sujet. En fait, on est en permanence dans le digital. Je pense qu'il y a 40 ans, pour le coup, je n'étais pas sur le marché, peut-être quand le téléphone portable est arrivé, on s'est peut-être dit « le téléphone arrive, ça va tuer la rencontre ». Puis peut-être même avant, quand on a inventé le courrier,
ouais, le courrier arrive, peut-être qu'on va tuer la rencontre. Maintenant, on peut écrire une lettre et puis on l'envoie et puis quelqu'un la reçoit. Je pense que et puis aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens parce qu'aujourd'hui, on a notre téléphone, on fait nos trucs, etc. Donc, évidemment qu'il faut s'interroger sur l'opportunité du digital, mais si on le prend simplement par le côté de son offre de service, je suis un organisateur d'événements, comment j'intègre le digital là-dedans? En revanche, ayons l'approche client, marketing demande, que veut mon client? Développer du business. Ok, eh ben alors en fait, j'ai tout un panel d'outils à ma disposition. Le digital en est un, mais c'est plus un sujet de totem que je dois prendre comme tel. Voilà, c'est encore une fois une critique de, je trouve, ce mot-là qui n'a plus vraiment de sens, quoi. Moi, j'ai la remarque, une notion de vocabulaire qui vient de la formation professionnelle, parce que la formation a déjà fait sa révolution, blending, mix, digital, tout ça. Et en fait, le problème n'était pas là. Le problème était quel dispositif pédagogique je vais mettre en place et après quel est le moyen que je vais. Et donc la révolution qu'on doit faire dans l'événement, quels sont les dispositifs qui vont correspondre à mes objectifs. Et après, je peux utiliser du digital, mais dès le départ, c'est-à-dire quel est le format, quels sont les dispositifs techniques qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc on doit faire la révolution que la formation professionnelle a déjà faite, parce qu'ils ont intégré le digital, le mix, tout ce qu'on veut, mais ils ont une bonne question, quels sont mes objectifs? Et après, j'utilise les moyens. Et on doit faire cette révolution au lieu de partir toujours sur je vais faire un salon, je vais faire un séminaire, je vais partir sur un format. Et en fait, on doit faire cette révolution de prendre les choses un peu à l'envers. Si je peux faire un retour d'expérience là-dessus, parce qu'il y a un certain nombre d'années, je crois avoir été le premier organisateur d'événements sur tout ce qu'on appelait les plateformes de LMS, Learning Management System à l'époque, qui est justement était donc le e-learning, le fameux e-learning. Et la problématique des grandes plateformes, que ce soit Sabah, Dawson de l'époque, plateformes américaines qui voulaient absolument s'implanter sur le marché européen, leur grande problématique, ce n'était pas tant une problématique technique ou technologique, c'était une problématique ils avaient les tuyaux, mais ils ne savaient pas quoi mettre dedans. Et ils avaient aussi une autre problématique, c'est que les gens, effectivement, avaient du mal à s'engager sur ces nouveaux processus. Donc là, comment apprendre? Quelle est la nouvelle forme d'apprentissage? Et quelle est la nouvelle forme de rencontre qu'on veut demain? Et donc c'est la même question que se posent les gens, qu'on doit se poser aujourd'hui. Quelle est la forme de rencontre que l'on veut? Quelles sont les nouvelles connexions qu'on veut mettre en place? Et à ce moment-là, il y a plein de moyens, il y a plein de formats, il y a plein de dispositifs. Mais ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et c'est aussi une forme de vocabulaire aussi. Mais je pense que ça va quand même, et après on va pouvoir arrêter, je pense que ça va quand même aussi chambouler nos métiers, parce que ce soit, j'en parlais à Lille la semaine dernière avec des agences, par exemple, c'est vrai qu'après, quelle est la valeur ajoutée de l'ensemble de la chaîne de prestataires si effectivement la part de digital prend tout parti de la chaîne de valeur. Et donc là, je pense qu'il y a une grande réflexion sur les compétences, les nouvelles compétences. Et sur la valeur ajoutée apportée aux clients. Parce que là, c'est vrai que je ne l'avais pas vu venir, moi, les GAFA, dont tu m'as parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que si les GAFA commencent à se mettre, parce qu'ils ont la data, ils ont les compétences digitales, est-ce qu'il n'y a pas certains métiers qui vont devoir vraiment se transformer, voilà. Les GAFA n'ont pas de frontières par définition. Amazon développe Studio Télé, investit sur en effet l'industrie du cinéma. Facebook et Google se positionnent sur la mobilité urbaine, sur la santé. Je ne vois aucune raison en fait, qui justifierait le fait qu'ils ne viennent pas sur ce marché-là. En tout cas, c'est certainement pas une raison de moyen, parce que j'ai vu une information la semaine dernière, ou une quinzaine de jours. Pour information, la valorisation capitalistique de Alibaba correspond à 55 fois celle du groupe Carrefour. Donc je ne sais pas si vous imaginez les intervenants qu'on a en face de nous. Donc là, ça devient complètement fou. Alors un autre chiffre, Alibaba, ils ont leur très intéressant d'ailleurs, leur modèle d'événement en Chine, le fameux Double 11, le 11 novembre, qui est leur Black Friday à eux. Donc en une journée, 34 milliards d'euros de flux sur la plateforme Alibaba, B2B, en une journée. Pour info, 34 milliards d'euros, c'est pile poil le chiffre de flux d'affaires généré par tous les salons et foires en France sur une année. Eux, c'est une journée. Ça montre le rapport de force. Surtout, ce qui est très intéressant dans ce modèle-là événementiel, c'est qu'un mois avant, ils utilisent la forme événementielle pour teaser le jour J.
Donc pop-up store, etc. Tout un tas d'expériences gamifiées dans leurs magasins partenaires. Donc ils interviennent soit comme des logisticiens, soit comme des agences, etc. Et le jour J, il n'y a pas d'événement. Le jour J, c'est vous confirmez votre panier sur la plateforme marketplace d'Alibaba. Et d'une certaine manière, c'est un miroir avec notre stratégie événementielle, où en règle générale, un mois avant, vous êtes dans des logiques de communication digitale, teasing digital, pour arriver le jour J à un événement physique. Eux, c'est l'inverse. Je trouve que c'est intéressant comme modèle, et pourtant, ça génère énormément d'événements un mois avant. En revanche, l'événement n'est pas la grande messe qui vient clôturer tout ça, c'est ce qui a teasé la grande messe. Et je trouve que c'est intéressant comme modèle aussi. L'événement devient un outil dans une grande chaîne de valeur. Madame, vous acquiesciez tout à l'heure, vous êtes une agence vous-même ou sur le fait de changer les métiers? Oui? Non, si vous voulez prendre la parole, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle beaucoup de digital, etc. Moi, je pense qu'on Un peu plus proche le le micro. micro. Voilà. Pour moi, c'est un complément. Enfin, je veux dire, je n'imagine pas. Alors peut-être effectivement, j'appartiens à une génération où je n'imagine pas dans l'événementiel que du digital. C'est vrai que ça fait 6 mois, enfin 1 an qu'on parle que du digital. Pour moi, c'est juste complémentaire. Hein. Bon, et vous l'avez déjà mis en place, vous, de votre côté? Je suis indépendante, moi, mais j'ai travaillé 20 ans dans une très très grande entreprise. Bon, le digital, il y est depuis 10 ans. Bon, je veux dire, on a mis en place la téléprésence, enfin les plus grands événements. Mais justement, c'est intéressant parce qu'on a fait des événements pour plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde entier digital. Mais quelques années après, on est revenu aussi au présentiel. Évidemment, sur moins de monde. Hein, mais quand je dis moins de monde, c'est quand même 2000. Hein. Bon, c'est Schneider Electric, quand ils font l'Innovation Forum à Cannes. Voilà. Et bon, pour moi, le digital, oui, mais c'est pour moi pas l'essentiel. Enfin, il faut quand même effectivement réfléchir. Pour moi, c'est un complément. Hein. C'est un package, quoi. Enfin, effectivement. Donc la bonne morale de l'histoire, c'est qu'après le digital, vous aviez quand même refait des événements présentiels Oui. parce que tout le monde avait envie de se retrouver. Alors évidemment, là, bon, sauf cette année, bien sûr, hein, mais encore que, faut voir. Mais voilà, et je l'ai vécu, hein, puisque j'étais au sein des équipes et oui, on a monté des choses. Alors c'est impressionnant, effectivement. C'est des événements, mais bon, on est vite revenu quand même. Enfin, évidemment. Alors l'avantage de ce qu'on faisait en digital, c'est qu'effectivement le monde entier pouvait visionner. Bon, un événement en effet en présentiel, ce ne sont que évidemment le top 2000 ou enfin tout dépend de l'événement. Donc pour moi c'est complémentaire, quoi. C'est un mixte. Il faut mixer les choses. Oui, absolument. Bah, écoutez, très bien, merci en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir ou ça va pour tout le monde? On a déjà dépassé un tout petit peu. Bah, écoute, merci Anthony, en tout cas, c'était vraiment très, très sympa de venir nous voir. C'est bien ce que tu as fait. Moi, tu vas nous l'envoyer, tu peux le diffuser? Tu nous le donnes et puis on va le diffuser à tout le monde, ou tu veux garder ça un peu secret pour l'instant? Il n'y a pas de secret. Non, il est là, ce document est là. N'hésitez pas à aller voir aussi les outils qui nous permettent, nous, chez NIMEV, d'accompagner cette transition, en tout cas cette réflexion sur les modèles, que ce soit l'innovatoire, l'incubateur French Event Booster, dont l'une des startups a équipé aujourd'hui la salle avec des caméras intelligentes.